Salut à toi futur PM, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Police Municipal Academy. C'est Atlas. Aujourd'hui, on est parti pour un nouveau cours pour préparer l'oral de gardien brigadier de police municipale. Aujourd'hui, on va voir l'organisation administrative et institutionnelle de la France. Donc ça, c'est un des chapitres à connaître voilà, pour réussir l'oral. Voilà, tu auras forcément des questions dessus. Je crois qu'en FIA, il y a aussi un cours dessus. Voilà, bon, c'est des choses répétées hein, que normalement tu devrais connaître, mais on retrouve aussi des choses qu'on connaît pas, hein, donc voilà. Puis ça permet toujours de rappeler les choses importantes à connaître, notamment pour le métier de policier municipal. Allez, on est parti. Donc déjà, en France, on a plusieurs symboles. On a 5 symboles qui sont importants, qui régissent le pays, hein, qui sont hyper importants à connaître. Donc, si on te demande les 5 symboles, bah, tout d'abord, il y a le drapeau, le blanc-rouge, pas échapper, la Marianne, la Marseillaise, qui est l'hymne national écrite en 1792 par Rouget de Lille et adoptée en 1795, puis définitivement en 1879. Bon voilà, moi je connais pas toutes les dates par cœur, hein. 1792 je connais, mais après, voilà, Marseillaise, hymne national, Rouget de Lille, 1792, à connaître. Ensuite tu as la devise de la France, liberté, égalité et fraternité, et la fête nationale du 14 juillet. En France, tu n'es pas sans savoir qu'il y a 3 grands pouvoirs. Le pouvoir exécutif, il exécute les lois, le pouvoir législatif, il vote les lois, et le pouvoir judiciaire. Voilà, on va décortiquer ces 3 pouvoirs. Donc tout d'abord, le pouvoir exécutif, donc c'est le président de la République. Le président de la République, il est le chef des armées, il est aussi le chef de l'État, le chef de l'exécutif, et il accrédite les ambassadeurs. Voilà, aujourd'hui, hein, c'est Emmanuel Macron depuis 2017. Il nomme également son Premier ministre. Hop. Ensuite, on passe au pouvoir législatif. Donc, le pouvoir législatif, c'est le Parlement. Donc le Parlement, il est divisé en deux parties. Tout d'abord l'Assemblée nationale, on appelle les gens qui siègent à l'Assemblée nationale les députés, qui siègent au Palais Bourbon à Paris. On la nomme la Chambre basse, et elle est constituée de 577 députés. Les députés sont élus au suffrage universel direct pour 5 ans. S'il le souhaite, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Donc voilà, toutes ces informations, tu as vu, il n'y en a pas beaucoup, elles sont connaître par cœur, notamment le nombre de députés, Palais de Bourbon, voilà, Chambre basse, tout ça c'est à connaître. Ensuite, on a le Sénat, avec les sénateurs. Donc les sénateurs siègent au Sénat, situé au Palais du Luxembourg à Paris. Il y a une faute là. Il s'agit de la Chambre haute. Il y avait la Chambre basse, maintenant c'est la Chambre haute. Elle est constituée de 348 sénateurs. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, cette fois-ci par 150 000 grands électeurs. Ils sont élus pour 6 ans et la moitié d'entre eux sont renouvelés tous les 3 ans. Le président du Sénat aujourd'hui c'est Gérard Larcher. Il assure l'intérim en cas de vacance de la présidence du président de la République. Donc en cas de décès, de démission ou empêchement ou invalidité, voilà, c'est le président du Sénat, donc aujourd'hui ce serait Gérard Larcher, qui prendrait la tête du pays. L'Assemblée nationale et le Sénat, je l'ai dit précédemment, forment le Parlement. Ensuite, on va évoquer la décentralisation, la déconcentration. Donc décentralisation, donc il s'agit d'un mode d'organisation d'un État unitaire. Donc en gros, c'est l'État, c'est un mode qui s'organise, qui transfère en fait les compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Donc en gros, certaines compétences de l'État, elles vont vers les collectivités territoriales. Comme par exemple, pour les communes, c'est les écoles. Donc l'État transfère des compétences vers des collectivités territoriales. Voilà, l'école notamment, qui est transférée aux mairies, les collèges aux départements et les lycées aux régions. La déconcentration, c'est un peu la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est l'État qui s'organise en implantant des autorités administratives qui représentent l'État dans les circonscriptions locales. Par exemple, ils implantent un maire qui représente l'État dans sa commune, un préfet dans le département. Voilà. Ensuite, au niveau des régions, donc on fera un cours sur la région, hein, mais en France, depuis 2016, il y a 12 régions métropolitaines. Donc voici les 12 régions hein, à connaître. Il y a 101 départements. Une métropole, donc là, vous savez tout ce que c'est une métropole, hein, c'est un regroupement de plusieurs communes, d'un seul tenant et sans enclave, qui forment un EPCI, ce qu'on appelle un établissement public de coopération intercommunale. Donc, en gros, c'est plusieurs communes, dont la plus grosse qui s'associe entre elles, et du coup, ça forme une métropole. Hop. Ensuite, on va parler de la hiérarchie des normes. C'est un truc un peu barbant, mais voilà, c'est à savoir. En France, une norme de niveau inférieur ne peut contredire une norme de niveau inférieur. Ces normes ont été hiérarchisées, afin de donner plus d'importance à certains textes. Donc concrètement, voilà, c'est comme ça. Il y a un bloc réglementaire, les principes généraux du droit, le bloc législatif, le bloc conventionnel et le bloc constitutionnel. Donc clairement, une loi du bloc législatif ne peut pas contredire le bloc constitutionnel. Donc voilà, un traité constitutionnel est toujours au-dessus d'une loi. Donc voilà, c'est toujours le bloc constitutionnel qui prime sur tout ce qu'il y a en dessous. Le principe des normes, donc une norme de niveau inférieur ne peut contredire, être contraire à une norme de niveau supérieur.
Donc la pyramide des normes, clairement, c'est la Constitution, les traités, les lois, les décrets, les arrêtés municipaux, les arrêtés municipaux. Les arrêtés municipaux, voilà, c'est la norme la plus inférieure, et la Constitution la plus haute. C'est pour ça qu'une loi ne peut pas être anticonstitutionnelle, parce que la loi est en dessous de la Constitution. Ensuite, on a le pouvoir judiciaire. Donc la justice repose sur 4 grands principes. Le principe d'égalité devant la justice, impartialité et neutralité du juge, le principe du contradictoire, le principe de publicité de la justice. Les 2 ordres de juridiction en France sont l'ordre administratif et l'ordre juridictionnel ou judiciaire. Il y a le pouvoir judiciaire divisé en 2 ordres, ordre administratif, ordre judiciaire. L'ordre administratif gère les litiges entre les administrés et les pouvoirs publics. Tout ce qui est, en fait, moi, je vais déposer plainte contre ma collectivité territoriale, par exemple, parce qu'elle n'a pas respecté certaines conditions. Ben voilà, c'est contre les pouvoirs publics, donc on va aller au tribunal administratif, au TER. Donc il y a 3 degrés de juridiction au sein de l'ordre administratif. On retrouve en premier degré les tribunaux administratifs. Si jamais on fait appel, on va en cour administrative d'appel. Et si jamais je fais encore appel, eh bien, c'est le Conseil d'État qui réexamine l'affaire, mais il ne rejuge pas. L'ordre juridictionnel ou judiciaire. Donc l'ordre juridictionnel gère les litiges entre les personnes privées en matière civile, sociale ou commerciale, et de traiter les infractions à la loi pénale, en vérifiant l'existence de la culpabilité et en sanctionnant les auteurs. Donc là, clairement, c'est un litige entre 2 personnes. Donc il y a 3 degrés au sein de cette juridiction, qui est l'ordre juridictionnel. Les tribunaux judiciaires, il y en a plusieurs, la cour d'appel et la cour de cassation. La cour de cassation, elle est le juge suprême, elle ne rejuge pas le fond du dossier, mais vérifie l'exacte application de la loi par la juridiction qui a rendu la décision de la voie de recours appelée pourvue en cassation. En gros, concrètement, voilà, je vais déposer plainte contre mon voisin, par exemple. Hop, on va aller au sein des tribunaux judiciaires. Lui va faire appel, on va aller en cour d'appel, et s'il n'est toujours pas content du jugement, et ben, il va aller en cour de cassation. Et la cour de cassation, elle ne rejuge pas, elle va juste regarder si tout le monde a appliqué la bonne loi. Les tribunaux des conflits statuent lorsqu'il y a un conflit entre les 2 ordres pour juger l'affaire. Si par exemple, on ne sait pas si c'est un dépôt de plainte contre le maire en personne ou vraiment contre le maire et toute la mairie. Voilà, il y a un peu un conflit entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Voilà, c'est le tribunal des conflits qui va statuer entre les 2. Les acteurs de la justice. Donc, quels sont les acteurs de la justice? Donc, il y a différents acteurs. Les magistrats du siège, on les appelle du siège parce qu'ils sont assis. Il s'agit des juges, ils rendent la justice. Les magistrats du parquet, quand on parle du parquet, parce qu'ils sont aussi debout. Et il s'agit des procureurs de la République, du ministère public, ses substituts, ses adjoints, et des auxiliaires de justice. Il s'agit par exemple des avocats, qui sont principalement des professions libérales. Les décisions de justice sont rendues au nom du peuple français. Ça, c'est important. Si jamais on vous pose la question, pour qui sont rendues les décisions de justice, vous dites, c'est au nom du peuple français. À connaître pour le concours. La classification tripartite des infractions. Ça, c'est super important. Ça, vous êtes sûr à 75% d'avoir une question sur ça. Les infractions sont classées par ordre de gravité. D'abord, le moins grave, les contraventions, sont jugées par le tribunal de police. Les délits, jugés par le tribunal correctionnel. Et les crimes, jugés par la cour d'assises. Donc les contraventions. Il existe différentes classes de contraventions, classées par ordre de gravité. Donc la C1, la C2, la C3, la C4, la C5. Donc la classe 1, peine d'amende maximum 38 €, classe 2, 150 €, classe 3, 450 €, classe 4, 750 €, classe 5, 1500 €. En cas de récidive, 3000 €. Ça, à ne pas confondre avec les classes du code de la route. Elles sont différentes puisque c'est des amendes forfaitaires. Là, vraiment, c'est le juge et l'officier du ministère public qui vont déterminer le montant, mais ça peut aller maximum jusqu'à 38 € pour la classe 1, etc. etc. Donc toutes les contraventions, toutes les classes de contravention de la C1 à la C5 sont jugées par le tribunal de police. Donc C1 à C4 jugées par un magistrat à titre temporaire avec l'officier du ministère public, l'ONP. Et dès qu'on passe en C5, donc la contravention la plus grave en gros des contraventions, elle est jugée par le tribunal judiciaire avec le procureur de la République. En matière de contravention, le cumul des peines est possible. C'est-à-dire que voilà, si vous cumulez plusieurs contraventions, donc voilà, un excès de vitesse, plus vous blessez quelqu'un avec des ITT, voilà, vous allez cumuler les peines. Le droit d'appel est un droit pour refaire juger une affaire soumise à un tribunal de premier degré. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas content du jugement qui a été rendu, et ben vous pouvez faire appel. L'appel, il est toujours possible en matière de crimes et délits, mais il est limité pour les contraventions. Il y a plusieurs cas, donc on va les voir ensemble. Les possibilités de faire appel en matière de contravention sont énumérées à l'article 546 du Code de procédure pénale. Il est possible de faire appel pour les cas suivants: si l'amende encourue s'élève au maximum de la C5, si suspension de permis de conduire est prononcée, si la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de la C2, si des dommages et intérêts sont accordés à la victime. Voilà. Bon, ça c'est à savoir, mais c'est pas forcément à connaître. Voilà. On va travailler ensemble en 80-20. C'est-à-dire qu'on va faire le maximum des choses qu'on va apprendre, ça va faire 80% du résultat. Donc le 80-20, en gros, c'est
ce que j'ai mis en rouge. Il faut apprendre absolument ce qu'il y a en rouge. Maintenant, si vous savez ce qu'il y a en noir, ça fera la différence par rapport aux autres candidats. Et voilà, le minimum à savoir, c'est ce qu'il y a en rouge. Donc les délits, ensuite. Donc les délits sont jugés par le tribunal correctionnel. Les peines prononcées peuvent être une peine d'amende, une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans, des travaux d'intérêt généraux, des tiges, des sanctions réparation, des dommages et intérêts, des jours amendes, l'obligation de suivre un stage ou une formation. Voilà, si on vous demande pour un délit quelles peines peuvent être prononcées, ben voilà, vous énoncez toutes ces peines. Donc le cumul des peines n'est pas possible en matière de délit. Voilà. On va faire une peine globale, mais on va pas dire, c'est pas comme aux États-Unis où on retrouve des fois des criminels qui ont 150 ans, excuse-moi, de peine de prison. Non, en France, c'est pas possible. Ne cumulez pas les peines. Contrairement à une contravention, l'auteur d'un délit ou d'un crime peut être et est souvent placé en garde à vue par l'OPJ. C'est pas vous qui allez décider s'il va en garde à vue ou pas. C'est vraiment l'OPJ. Suite à un avis à l'OPJ-TC. Un procès pénal repose sur une enquête dirigée par le procureur de la République, c'est lui qui dirige l'enquête. En matière de crime, c'est le juge d'instruction qui est obligatoirement saisi. Ensuite, on passe au crime. Le crime est une infraction à la loi pénale la plus grave. Les crimes sont punis soit de réclusion criminelle, c'est une peine de détention supérieure à 10 ans, une détention criminelle. Là, c'est un peu la même chose, mais en fait, souvent c'est une peine politique, c'est par exemple un politique qui a détourné des fonds prévus pour les crimes portant atteinte aux intérêts de la nation. Les crimes sont jugés par la cour d'assises, mais aussi par la cour criminelle, pour certains faits depuis 2019. La cour criminelle, c'est suite aux attentats aussi. Voilà. La cour en matière de crime est composée de 6 juges en première instance et 9 juges en appel. Voilà concernant ce cours. J'espère que ça a été assez clair. Bon, t'as vu, il y a pas mal de notions à apprendre, parce que ça, à chaque cours comme ça. Voilà, bon, ce qui est dit au début, c'est plutôt simple, hein, les symboles de la France. C'est vrai que par la suite, bah, voilà, il y a la séparation des pouvoirs en France. Le plus dur, c'est peut-être le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, excuse-moi. C'est peut-être le plus dur, mais bon, n'hésite pas à revoir la vidéo, à me poser des questions dans les commentaires si tu en as. Et puis si tu veux récupérer le cours, bah, n'hésite pas à mettre ton adresse mail ou à m'envoyer un message via mes différents réseaux sociaux, hein, notamment sur Facebook ou Instagram. Et puis je t'enverrai avec plaisir le cours en format PDF. Ça, tu pourras t'inspirer, tu pourras fluoter, travailler dessus, il n'y a pas de souci. Et puis si tu veux encore aller plus loin, tu peux réserver un appel dans ma description. Tu as un lien où on peut prévoir un appel. Et puis voilà, on peut échanger sur tes difficultés, voir comment on pourrait améliorer ton organisation et savoir voilà, les cours où tu as le plus de mal, où je peux t'aider. Voilà. Bah, écoute, n'hésite pas à faire preuve de toutes ces ressources. Et puis en attendant, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, en fonction de l'heure à laquelle il est chez toi. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!